Les éditions Gallimard, qui sont les éditions habituelles de Jean-Marie Gustave Leclésio, prix Nobel de littérature 2008, publie un recueil de textes qui s'appelle « 15 causeries en Chine », qui sont des conférences que Leclésio a prononcées dans des universités chinoises entre 2011 et 2017, je crois. On a une quinzaine, sur des thèmes assez variés, apparemment, puisque il est question de littérature et mondialisation, des rapports entre imagination et littérature, de l'universalité de la littérature, des rapports entre nature et littérature, etc. Bon, en apparence, c'est assez varié. En réalité, quand on lit, on se rend compte qu'il y a une forme de monotonie qui s'installe, qui est aussi liée au fait que ces conférences qui ont été prononcées, ont été enregistrées, donc et puis transcrites. Il y a un ton un peu solennel, un peu grave, et surtout, Leclésio finalement mobilise souvent les mêmes exemples, enfin les mêmes références, la même citation d'Oscar Wilde qui dit que la littérature doit être parfaitement inutile, ce qui est très beau quand dès l'instant où les deux termes ont leur importance, parfait et inutile. Voilà, moi ce que je trouve intéressant dans ce post-scriptum à l'œuvre de Leclésio, tout ça est très mineur, et puis c'est qu'il énonce des choses qui peuvent sembler des grandes généralités, des choses qu'on sait déjà, et que pour autant il les énonce d'une manière extrêmement claire, et en particulier sur la question de l'universalité de la littérature. Je trouve qu'il dit des choses il explique bien pourquoi la littérature, qui est un art de la particularité extrême, n'est jamais aussi universel que quand il est particulier, justement. Voilà. Sauf pour la France, c'est ça qui est extraordinaire. Sauf pour la France, c'est-à-dire justement, Proust était français, il cite l'exemple de Proust, par exemple. Oui, mais en règle générale, cette étroitesse, enfin, ce que vous appelez cette particularité, devient souvent, dans le cas français, une forme d'étroitesse, je le cite, et il dit que c'est cette étroitesse qui fait l'universalité de la littérature, mais cette étroitesse donne un provincialisme, et il cite souvent des exemples français pour dire que la littérature française n'est parfois pas assez ouverte au monde, notamment au Moyen-Âge. Il a une dent contre la littérature classique, en tout cas. Il aime beaucoup la littérature contemporaine, tout en ajoutant que la littérature contemporaine, pour lui, ça se résume donc la littérature d'aujourd'hui, même c'est Queneau, François Villon, Marcel Proust, Lautréamont, William Styron, Roland Barthes. Apparemment, il n'a pas lu beaucoup de livres contemporains depuis 30 ans, mais ce n'est pas très grave. Vous avez parlé de monotonie. Cette monotonie, pour moi, elle va jusqu'à l'ennui. Vous avez parlé d'un ton un peu solennel. Ce ton solennel va jusqu'à un côté parfois péremptoire. Il assène ce qu'il pense être des vérités. Le meilleur livre sur Paris, ce n'est pas Zazie dans le métro, ce n'est pas, je ne sais pas quoi, c'est L'amour fou d'André Breton. On ne sait pas d'où ça sort, pourquoi, comment. C'est son point de vue. Non, parce qu'il le présente de manière trop encore une fois, trop péremptoire. Il pourrait dire « je pense que… » Non, lui, c'est comme ça. Et il y a des vérités comme ça, de même qu'il règle ses comptes avec la ville de Nice, apparemment, qui est une ville peuplée, je cite, de gens oisifs de retraités oisifs et xénophobes. On va très bien, Estrosi appréciera. Mais, voilà, mais au-delà de tout ça… C'est peut-être pas complètement faux, et puis c'est par rapport au Nice qu'il a connu quand il était enfant. Là, vous exagérez, et puis vous caricaturez son propos. À propos de ses lectures de littérature contemporaine, c'est pas vrai. Il dit aussi que les livres qui l'intéressent aujourd'hui le plus sont des livres qui sont écrits dans l'urgence et qui sont souvent… Mais il n'en cite aucun. Il n'en cite aucun, mais oui, mais il peut pas tout citer. Quand même, quand on fait la littérature d'aujourd'hui, je suis désolé, mais il en lit de la littérature d'aujourd'hui. Leclésio, il est au jury Renaudot, il préface des livres de Mabon. Il a préfacé des livres de Mabon, et il dit bien que les livres qui l'intéressent le plus sont des livres qui sont écrits dans l'urgence et souvent par des gens qui ne vivent pas en France et qui viennent d'autres horizons. Voilà, il définit et c'est un goût personnel qu'il exprime. Et oui, il y a quelque chose de solennel et d'un peu sentencieux quelquefois chez lui, et en même temps, il y a une vraie forme d'humilité aussi dans sa position. Alors, admettons tout ça. Le vrai problème pour moi, il est quand même quasiment politique. C'est-à-dire, moi, la dernière fois que j'ai entendu parler de Leclésio, c'était chez vous, à l'Obs, où, avec une couverture fameuse, avec Macron, des barbelés, et Leclésio expliquant qu'on se comportait très mal avec les migrants, que la France était quasiment une dictature. Il fait des conférences en Chine, dans un pays qui est quand même une dictature, jusqu'à preuve du contraire, où des écrivains, parce qu'il explique à un moment donné, heureusement, l'écrit, l'oral, dans la culture chinoise, ça permet de contrebalancer les excès du pouvoir, mais le pouvoir chinois
devant lequel il fait ses conférences, c'est ce même pouvoir qui met en prison des dissidents. Liu Xiaobo, Zhao Xinjiang sont soit exilés, soit en prison. C'est quand même ahurissant qu'il donne des leçons de droits de l'homme à la France et qui va converser devant des universités, des étudiants chinois en disant c'est atroce ce qui se passe. Enfin, il ne dit pas ça, il dit mais votre pays est merveilleux parce qu'on respecte la culture. Non, on ne respecte pas la culture, on respecte une certaine culture dans un cadre. Il cite aucun, quand il cite toujours le même écrivain, il cite toujours Mo Yan ou Lao Tse, mais évidemment jamais les dissidents. Donc on voit bien que c'est quand même très encadré. Moi, j'ai vraiment eu ce malaise. Alors, qu'il fasse ça dans son coin, ça ne me gêne pas, payé ou pas payé, je m'en moque totalement. Mais que ça devienne un livre à l'adresse des Français, où on voit ça, je trouve ça très embarrassant. Et par ailleurs, bon, ça c'est le côté politique, et par ailleurs, encore une fois, d'un point de vue sur le fond, il cite toujours les mêmes, vous l'avez dit vous-même, Oscar Wilde, il cite toujours les mêmes auteurs, il tourne un petit peu en rond. Il enfile, c'est une succession parfois de clichés sur la littérature, effectivement sur la mélancolie chez l'écrivain, sur le pourquoi l'écrivain écrit, est-ce que c'est pour lui, est-ce que c'est pour les autres, toutes choses qui sont d'ailleurs intéressantes. Il y a une ou deux causeries qui sont vraiment passionnantes, ça je n'en disconviens pas. Mais l'ensemble, je trouve, ne mérite pas, parce que c'est un peu la question qu'on se pose, ne mérite pas un livre diffusé en France, sauf à considérer que le Clésio, à partir du moment où il demande à Gallimard de publier quelque chose, Gallimard accepte pour d'autres raisons que des raisons littéraires. C'est-à-dire que, oui, c'est la question du deux poids, deux mesures dans le rapport que le Clésio a avec le colonialisme, l'autoritarisme politique, tout ça, est effectivement très gênant quand on l'imagine en train de prononcer ces paroles-là dans des universités chinoises. Oui, quand il dit c'est très anticolonialiste, on pense au Tibet ou à Hong Kong, voilà, on se dit, bon, il y a une petite gêne. Quand même. Ça, je suis tout à fait d'accord. C'est gênant. Et en même temps, d'une certaine manière, c'est la condition pour pouvoir, en Chine, formuler un discours qui est un discours d'ouverture, d'humanisme, qui invite à lire. Il a une foi dans les livres qui est assez admirable quand même. Et donc il prêche pour ce qui est sa religion à lui, qui est la religion du livre, quoi. Et de ce point de vue-là, c'est une sorte de missionnaire. Alors, il n'est pas là pour dénoncer les exactions du régime chinois, c'est vrai, le propos politique est quand même est très faible, mais il y a l'idée que le livre peut être libérateur et peut amener à autre chose, et peut amener à s'ouvrir à d'autres cultures, dans tous les sens. Et ça il prêche assez bien pour ça. Et après, est-ce qu'il fallait publier ça ? Bah écoutez, encore une fois, moi je vous le dis, c'est relativement mineur, il n'y a pas tellement de grands scoops, il y a une dimension autobiographique quand même qui est pas inintéressante. Il revient sur son enfance pauvre à Nice, il évoque l'époque où il était lecteur de manuscrits dans une maison d'édition et tout ça. Bon, on peut considérer que c'est un post-scriptum à l'ensemble de l'œuvre de Le Clésio, qui a eu le prix Nobel, qui est étudié dans le monde entier, qui est traduit dans le monde entier, et ça peut intéresser ça peut intéresser des gens qui travaillent sur l'œuvre de Le Clésio et qui sont passionnés par l'œuvre de Le Clésio. Mais il y a quand même quelque chose qui relève parfois du mensonge ou de l'aveuglement volontaire, qui me fait penser aux intellectuels des années 60-70 qui ne voulaient pas voir les horreurs qu'on leur décrivait en URSS ou en Chine, justement. Encore une fois, parler de la liberté dans un pays comme la Chine, je trouve ça embarrassant, fût-ce pour promouvoir le livre. Et de la même façon, lorsqu'il explique qu'en dans les années 60, pendant la guerre d'Algérie, les intellectuels étaient muselés, on ne pouvait rien dire, on ne pouvait rien faire, et que dans la même phrase, après il explique que c'est au moment où lui-même écrit La guerre, où Guyotat publie des livres, Les tombeaux pour 500 000 soldats, où Jean Genet fait Les paravents. Pardon, mais pour des intellectuels muselés, voilà, il y a cette mauvaise foi, je trouve, cette lecture qui m'embarrasse beaucoup chez Le Clésio. Certains intellectuels ont été censurés à l'époque quand même. Et donc, mais attendez, c'est le règne de Sartre, du structuralisme, du communisme. Enfin, je pense qu'il a une vision quand même très étrange du monde, mais une vision de la littérature qui nous plaît, mais qui est en contradiction, encore une fois, avec la vraie vie.